Le Grand Soir Éco avec Isabelle Gounin. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Julien. On commence par cette amende record qui pourrait bien être infligée à Airbus par les États-Unis. Que se passe-t-il exactement ? Oui, le montant est astronomique puisqu'on parle de pas moins de 10 milliards de dollars par an. C'est ce que pourraient justement demander les États-Unis à l'Union européenne en vertu d'un jugement de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui a été publié aujourd'hui. Alors cette somme, elle servirait à quoi en fait ? À compenser les subventions versées par l'Europe au groupe Airbus. Et ce que dit l'OMC, c'est que ces subventions, elles n'auraient pas été en conformité avec les règles justement du commerce international. Alors ça intervient après l'affaire Apple. Est-ce que c'est complètement par hasard ? Non, mais évidemment, on a bien l'impression que c'est le berger qui répond à la bergère. En quelque sorte, on avait eu effectivement donc l'Europe qui avait puni l'américain Apple. Aujourd'hui, c'est Washington qui réplique. Ce qui est sûr, c'est que ça fait quand même 15 ans que finalement Washington et Bruxelles n'arrivent pas à s'entendre, se disputent cette question des subventions à leurs industries aéronautiques. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'affaire est loin d'être bouclée puisque maintenant Airbus a décidé de faire appel. Et c'est dans ce contexte tendu, pour le moins, que vont commencer demain les négociations à Bratislava sur le traité de libre-échange. Ça risque évidemment d'être tendu entre les parties. Oui, effectivement, c'est plutôt mal engagé. Ce sont les ministres du commerce extérieur, cette fois, qui se retrouvent à Bratislava. Donc, évidemment, il va être question de ce fameux traité transatlantique qui doit créer un vaste espace commercial entre les deux rives de l'Atlantique. Vous savez, on en a énormément parlé depuis quelques mois. Et aujourd'hui, ce traité, il est très contesté à la fois par les opinions publiques, remis en cause par les ministres allemands et français. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont également défilé récemment, donc que ce soit à Berlin samedi dernier. En France également, donc on est contre. Et la France a fait savoir justement qu'elle avait les plus grandes préventions contre ce TAFTA. Alors, notre correspondant Hugues Baudouin se trouve justement à Bratislava. Il nous en dit plus sur l'état aujourd'hui de ces négociations. Les autorités françaises ont beaucoup tergiversé, mais il n'est apparemment plus question de demander l'arrêt des négociations. Deux lignes s'affrontaient au sein du gouvernement, celle du ministre du Commerce extérieur et celle plus pragmatique de Bercy et du Quai d'Orsay. Après avoir hésité, François Hollande a finalement tranché. À l'occasion de la réunion des ministres européens du commerce demain à Bratislava, la France devrait accepter résignée la poursuite des discussions. Matthias Fekl va néanmoins rappeler les lignes rouges de Paris. En coulisses, on explique que la France n'a aucun intérêt à mettre en scène son isolement. Une douzaine de pays européens, dont l'Allemagne, ont en effet insisté cette semaine auprès de la Commission pour que les discussions avec les Américains aillent à leur terme. Elles reprendront d'ailleurs le 3 octobre prochain à New York. Ces négociations sont difficiles. Sur deux dossiers jugés essentiels par l'Europe, les États-Unis ne veulent rien lâcher. Il s'agit d'abord de la reconnaissance des indications géographiques. Ce sont ces labels européens qui protègent des productions spécifiques comme le champagne ou le parmesan. Ensuite, les Européens insistent pour que les Américains ouvrent leur marché public aux entreprises européennes. En vain pour l'instant. Mais explique la Commission, ce seront peut-être les États-Unis qui mettront fin aux discussions avant l'Europe, car ni Donald Trump ni Hillary Clinton ne sont favorables à cet accord. Ce ne serait donc qu'une question de temps. On parle d'éducation maintenant. Isabelle, François Hollande a tenu à honorer sa promesse de campagne, l'une des promesses phares de 2012, de recruter 60 000 enseignants. On sait que ça n'a pas été simple d'arriver jusqu'à ce chiffre. Et bien finalement, dans le projet de budget, il y parvient. Oui, l'objectif des 60 000 postes est désormais atteint. Mais alors attention quand même, parce que parfois, il peut s'agir justement de postes en trompe-l'œil. Par exemple, ils peuvent être occupés par des contractuels ou encore des enseignants stagiaires. Clotilde Mafcro nous en dit plus. Un peu plus d'enseignants chaque année. Et selon les calculs de l'Éducation nationale, l'objectif des 60 000 postes est désormais atteint. En 2017, le gouvernement envisage de renflouer les effectifs de 12 842 postes supplémentaires. En 5 ans, c'est un peu plus de 23 000 professeurs qui ont été redistribués entre les écoles primaires et maternelles et un peu plus de 21 000 dans les collèges et lycées. Une augmentation des effectifs pas toujours visible sur le terrain. Certains postes créés sont occupés par des contractuels faute de candidats. C'est le cas notamment dans des zones peu attractives ou dans certaines matières comme les mathématiques et l'anglais. Autre raison, les postes créés sont occupés parfois par des stagiaires. Ils ne sont donc présents devant les élèves que la moitié du temps. Et comme on ira tout à l'heure au Mondial de l'Automobile, on va finir par une info concernant l'automobile. Isabelle, les voitures, les carrozzeria Bertone sont reprises par AK Technologies. Oui, on pense toutes, oui, par AK Technologies.
Oui, vous savez, Berton, tout le monde connaît, tous ceux qui sont amateurs de voitures anciennes connaissent Berton. Ce sont eux qui ont dessiné les fameuses Lamborghini, les Lancia Stratos. Eh bien, cette entreprise italienne a fait faillite en 2014. Et là, aujourd'hui, ce sont des Français qui la reprennent, justement. Des Français pas très connus, mais très performants, puisqu'ils font 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ils les ont rachetés. C'est l'entreprise AK Technologies. Ça va leur permettre de proposer de nouveaux modèles, notamment pour les pays émergents, que ce soit la Chine ou encore l'Inde. Merci beaucoup Isabelle. C'est l'heure de la question écho maintenant, notre rendez-vous chaque jeudi. La question de l'écho avec Nicolas Boudot, qu'on retrouve comme chaque semaine associé au cabinet Tilder. Vous réalisez tous les jeudis un sondage d'actualité avec Opinionway pour LCI avec 2 questions. Cette semaine, on va commencer par la situation économique. Vous avez demandé aux Français s'ils pensaient que la situation était en train de s'améliorer, de s'aggraver ou de stagner. Eh bien regardez, c'est sans appel. De s'aggraver, disent les Français. Décidément, ça va pas mieux. Non, ça va pas mieux. Vous savez, Julien, il y a un point commun entre l'économie et l'amour. C'est que les grands discours doivent toujours être suivis de preuves. Et que ce qui manque fondamentalement derrière les grands discours du gouvernement et du président de la République, qui disent, comme vous l'avez souligné, que ça va mieux, les preuves. C'est-à-dire qu'il faut que l'opinion publique, les Français, vous et moi, dans la vraie vie, dans la vie réelle, dans la réalité, on voit des preuves que ça va mieux. Ces preuves-là, on ne les voit pas. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est un problème de communication du gouvernement qui n'a pas su mettre en musique les quelques bonnes nouvelles qui ont quand même émaillé le quinquennat. Baisse du chômage, malgré tout. Alors, il y a eu des hausses, il y a eu des baisses, mais enfin, depuis un petit moment, on est plutôt sur une pente descendante. Il y a eu des commandes industrielles dans l'industrie navale, dans l'industrie aéronautique, qui ont plutôt fonctionné. Eh bien non. Le gouvernement, en se précipitant en communication sur ces bonnes nouvelles pour dire « Regardez, ça va mieux », n'a pas réussi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à un niveau de popularité tellement faible que personne ne leur fait plus crédit. Dans ces cas-là, l'astuce, c'est de passer par des ambassadeurs, des experts, des économistes, des éditorialistes qui, petit à petit, donnent la musique sur le fait que ça va mieux. Et là, ça a une chance d'imprimer dans l'opinion publique. On est passé maintenant une phase de campagne, c'est la deuxième question, on verra si les candidats à la primaire remplissent les cases de l'économie. La primaire à droite, justement, est-ce que les candidats sont jugés crédibles sur le plan économique par les Français ? On sait qu'il y a pas mal de promesses sur des économies, notamment 80 à 100 milliards. D'après ce que vous en savez, le programme de réduction des dépenses publiques est-il crédible ? Eh bien, c'est Alain Juppé qui s'en sort le mieux, assez nettement. 37% des Français le jugent crédible, plus d'un Français sur 3, alors qu'ils sont moins d'1 sur 4, à donner le même crédit à Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et François Fillon, qui forment un peloton assez compact, 15 points derrière Alain Juppé. Oui, ce qu'on constate d'abord, c'est qu'aucun des candidats ne dépasse 50% de crédibilité. Ce qui veut dire que sur l'économie, c'était pas terrible pour le gouvernement actuel. Pour celui ou celle, si jamais la droite venait à l'emporter, qui succédait ici, on peut dire qu'en économie, il part pas nécessairement gagnant. Et ça, c'est encore pire pour les autres candidats. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle est à 14, Jean-François Copé à 9 et Jean-Frédéric Poisson à 4. À 4. Oui, il faut modérer parce qu'évidemment, les Français interrogés ont un petit problème de notoriété. Malgré tout, c'est un bon indicateur et de manière globale, on voit qu'ils sont tous sous 50%. Alors, de 2 choses l'une, soit les candidats vont essayer de placer les sujets économiques au cœur des débats à venir, au cœur du débat public et du débat politique. On pense à Alain Juppé, qui a besoin de reprendre un petit peu d'air face à Nicolas Sarkozy. Et l'économie, ça peut l'aider, la preuve par ce sondage. Ou bien on va rester sur des sujets sociétaux, des sujets de sécurité. Et là, il y en a un qui a beaucoup plus de talent que les autres, beaucoup plus l'habitude et qui risque de l'emporter. Donc fondamentalement, au-delà de l'économie, c'est un choix politique qui va s'opérer, un choix de stratégie politique entre l'économie et la sécurité. Mais quoi qu'il arrive, le candidat qui sera désigné devra convaincre sur l'économie. Ça avait été le choix de François Fillon aussi, de faire campagne très fortement sur l'économie. On voit que ça n'a pas effectivement imprimé, ça ne lui a pas permis de décoller, en tout cas dans les sondages. Merci beaucoup Nicolas Boudot. Le Grand Soir Éco, ça continue avec maintenant l'invité. Et je vous le disais, direction le Mondial de l'Auto, ça commence dans quelques jours.